Introduction au métabolisme. Cours de biologie, plutôt faculté. Le métabolisme est la somme de toutes les réactions biochimiques qui se produisent dans les cellules d'un organisme. Quelles sont les caractéristiques générales du réseau métabolique cellulaire? Premièrement, le métabolisme gère les ressources matérielles et énergétiques de la cellule. Avec l'aide des enzymes, le métabolisme se déroule par étapes dans des voies étroitement liées. Deuxièmement, les voies cataboliques, comme celle de la respiration cellulaire, dégradent des molécules complexes en composés plus simples. Les processus cataboliques libèrent de l'énergie. Les voies anaboliques élaborent des molécules complexes à partir de molécules plus simples. Les processus anaboliques consomment de l'énergie, habituellement fournie par les processus cataboliques. Parlons maintenant d'énergie avec quelques principes de base. Premièrement, l'énergie est la capacité de produire du travail en imprimant un mouvement à la matière pour vaincre une force opposée. Deuxièmement, concernant l'énergie, quelques principes de base. L'énergie cinétique, énergie du mouvement, effectue son travail en transférant le mouvement d'un corps à un autre. Troisièmement, concernant quelques principes de base relatifs à l'énergie, troisièmement, donc l'énergie potentielle est l'énergie emmagasinée en raison de la position ou de la structure de la matière. L'énergie chimique est l'énergie potentielle emmagasinée dans la structure moléculaire. Quatrièmement, toujours concernant l'énergie avec les principes de base, l'énergie peut se transformer, c'est-à-dire passer d'une forme à une autre selon les principes de la thermodynamique. Cinquièmement, énergie, quelques principes de base toujours. Selon le premier principe de la thermodynamique, celui de la conservation de l'énergie, l'énergie ne peut pas être créée ni détruite. Sixièmement, selon le second principe de la thermodynamique, chaque changement de forme de l'énergie entraîne une augmentation de l'entropie, grand S, ou désordre de l'univers. Chaque fois que la matière devient plus ordonnée, elle devient plus instable et sa tendance au désordre augmente. Septièmement, toujours concernant l'énergie dans les quelques principes de base, l'énergie libre est la partie de l'énergie d'un système, une cellule par exemple, qui peut produire du travail à température et pression constantes. L'énergie libre grand G est directement proportionnelle à l'énergie totale grand H et inversement proportionnelle à l'entropie grand S, si bien que delta grand G, la variation de l'énergie libre, est égale à delta grand H
variation de l'énergie totale grand H, moins grand T delta S. Delta S, variation de l'entropie. Grand T, la température. Donc delta grand G égale delta grand H moins T delta grand S. Huitièmement, tout changement spontané dans un système s'accompagne d'une diminution de l'énergie libre, moins delta G. Parlons maintenant de l'énergie chimique et la vie. En 3 points. Premier point, une réaction chimique spontanée est une réaction exergonique, moins delta G, où les produits possèdent moins d'énergie libre que les réactifs. Les réactions endergoniques ne sont pas spontanées et ne se produisent qu'avec un apport d'énergie de l'environnement, plus delta G. Deuxièmement, concernant cette énergie chimique et la vie, dans le métabolisme, les réactions exergoniques servent à amorcer les réactions endergoniques. Troisièmement, toujours concernant l'énergie chimique et la vie, une réaction tend spontanément vers l'équilibre, delta G négatif. Pour éloigner une réaction de son point d'équilibre, une cellule doit fournir de l'énergie libre. Parlons maintenant d'ATP, adénosine triphosphate, et de travail cellulaire. Premièrement, l'ATP, adénosine triphosphate, est le principal transporteur d'énergie dans les cellules. L'hydrolyse d'une de ces liaisons phosphate faibles donne de l'ADP, adénosine diphosphate, et du phosphate inorganique. Il s'agit d'une réaction exergonique qui libère de l'énergie libre. Deuxièmement, concernant l'ATP et le travail cellulaire, l'ATP active les réactions endergoniques dans la cellule grâce au transfert d'un groupement phosphate à des réactifs spécifiques. Les intermédiaires ainsi phosphorylés sont plus réactifs que les molécules originales dont ils sont issus. De cette façon, les cellules peuvent produire du travail comme le mouvement, le transport membranaire et l'anabolisme. Troisièmement, concernant l'ATP et le travail cellulaire, la régénération de l'ATP à partir de l'ADP et du phosphate inorganique est une réaction endergonique, principalement activée par la respiration cellulaire et les réactions photochimiques dans la photosynthèse. Quatrièmement, toujours concernant l'ATP et le travail cellulaire, l'élimination des produits métaboliques finaux empêche le métabolisme d'atteindre l'équilibre. Voyons maintenant quelques mots sur les enzymes. Premièrement, les enzymes, en majeure partie des protéines, sont des catalyseurs biologiques, c'est-à-dire des agents qui changent la vitesse d'une réaction tout en demeurant intacte. Deuxièmement, concernant ces enzymes, pour qu'une réaction se produise, les réactifs doivent absorber suffisamment d'énergie pour rompre les liaisons existantes. Cette énergie libre d'activation, delta G étoile, habituellement fournie sous forme de chaleur par l'environnement, fait atteindre au réactif l'état de transition instable nécessaire
pour que la réaction se produise. Les macromolécules biologiques se décomposeraient spontanément si elles n'avaient pas besoin d'une énergie d'activation élevée. Troisièmement, toujours concernant les enzymes, pour que les molécules atteignent l'état de transition et soient capables de réagir au cours du métabolisme, les enzymes abaissent l'énergie d'activation, ce qui permet aux liaisons de se rompre aux températures corporelles modérées, caractéristiques de la plupart des organismes. Quatrièmement, toujours concernant les enzymes, chaque type d'enzyme possède un site actif de conformation unique qui lui permet de se combiner spécifiquement avec un substrat particulier. Un substrat est une molécule de réactif sur laquelle une enzyme agit. Cinquièmement, toujours concernant les enzymes, le site actif d'une enzyme peut abaisser l'énergie d'activation de diverses façons. En fournissant par exemple un gabarite qui incite le substrat à se positionner de façon propice, ou bien en se liant au substrat de façon à en fragiliser les liaisons importantes, ou bien encore en créant des micro-environnements propices. Sixièmement, comme toutes les protéines, les enzymes sont très sensibles aux conditions environnementales qui influent sur les liaisons chimiques faibles dont dépend leur structure tridimensionnelle. Pour chaque enzyme, il existe des conditions optimales de température, de pH et de concentration de sel. De plus, l'activité enzymatique dépend de la concentration du catalyseur et de celle du substrat. Septièmement, les cofacteurs sont des ions ou des molécules non protéiques nécessaires au fonctionnement de certaines enzymes. Si le cofacteur est organique, on l'appelle coenzyme. Huitièmement, concernant les enzymes, les inhibiteurs enzymatiques réduisent sélectivement la fonction enzymatique, soit de façon réversible, c'est-à-dire en formant des liaisons faibles, soit de façon irréversible, c'est-à-dire en formant des liaisons covalentes. Neuvièmement, un inhibiteur compétitif ressemble au substrat sur le plan de la structure et peut se lier au site actif à sa place. Un inhibiteur non compétitif se lie à un site de l'enzyme autre que le site actif, perturbant ainsi la conformation et la fonction du site actif. Dixièmement, certaines enzymes changent de conformation lorsque des molécules régulatrices, qui sont soit des activateurs, soit des inhibiteurs, se lient à des sites allostériques spécifiques. Les sites allostériques sont habituellement situés entre les sous-unités des enzymes complexes. Grâce à un mécanisme appelé coopérativité, l'ajustement induit par la liaison d'un substrat déclenche l'ajustement induit de toutes les autres sous-unités de l'enzyme. Parlons maintenant de la régulation du métabolisme. Premièrement, un des principaux mécanismes de régulation métabolique est la rétro-inhibition, au cours de laquelle le produit final
d'une voie métabolique inhibe la première enzyme de cette voie. De cette façon, la cellule conserve ses ressources en produisant certaines molécules seulement lorsqu'elles sont en faible concentration. Deuxièmement, concernant la régulation du métabolisme, des membranes divisent la cellule en compartiments métaboliques. Les enzymes peuvent être incorporées aux membranes ou dissoutes en concentration relativement élevée dans les organites. Parlons de l'émergence en rappel. L'organisation structurale hiérarchisée conduit à l'émergence de propriétés nouvelles, inconcevables à des niveaux inférieurs. L'organisation est la clé de la chimie de la vie. Le cours est terminé. Merci.